Eh ben, je pense que c'est le moment de commencer. Bienvenue à tous et bonjour. Merci pour votre présence aujourd'hui. On va passer l'heure et demie qui suit à vous détailler les actualités juridiques et les principales questions en droit des sociétés d'Infodoc Expert. Puisque pour présenter cet atelier, on est deux consultants donc d'Infodoc Expert. Mon collègue, Étienne Bromfort, qui est consultant Bonjour. En droit des sociétés, puis moi-même, qui suis la deuxième sur la fiche, Séverine Michelot, consultante en droit fiscal et droit des sociétés. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Infodoc Expert, je vous rappelle qu'on est un service de consultation téléphonique dédié à la profession comptable et que justement, via ce service de consultation téléphonique, qui est l'une de nos missions, une mission très importante, ça nous permet d'avoir des remontées de terrain, tout simplement parce que les questions que nos clients nous posent ou que les experts comptables nous posent dans le cadre des différentes missions gratuites du Conseil de l'Ordre des experts comptables, on prend le pouls du terrain et ça nous permet de fixer les sujets qui vous intéressent et de pouvoir déterminer les actualités qui seraient pertinentes dans le cadre de votre activité. Alors, on ne fait pas que de la hotline téléphonique dans le cadre d'Infodoc Expert. On rédige également des ouvrages et de la documentation à destination de la profession pour nos adhérents, mais également pour toute la profession comptable. Notamment, vous allez voir que dans le cadre des actualités que l'on a sélectionné en fait pour cette heure et demie de conférence. On va notamment vous parler des aides Covid. On ne pouvait pas passer à côté. Je sais que ça vous a occupé un certain temps cette année, que c'est très chronophage. On en a tout à fait conscience, puisque mon collègue et moi-même, on était parmi les permanents du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, à vous répondre sur tout ce qui était fonds de solidarité, aide des coûts fixes. Donc peut-être que vous nous avez eu au téléphone, et c'est une actualité dont on ne pouvait pas faire l'impasse, même si, en principe, et d'ailleurs on le voit sur la hotline, les questions ont quand même tendance à se raréfier. Eh bien justement, les aides Covid, c'est une mission gratuite du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que vous pouvez nous appeler ou sur le site du Conseil de l'Ordre des experts comptables, vous avez la partie privée, auquel vous avez accès avec votre compte expert. Et dans les dossiers thématiques de cette partie privée, vous avez un dossier qui s'appelle coronavirus. Et c'est dans ce dossier que vous pouvez poser toutes les questions, que ce soit sur l'éligibilité, les différentes conditions, sur les aides, toutes les questions que vous pouvez avoir, le calcul de l'EBE. Et vous pouvez tomber sur Étienne ou moi. Il y en a d'autres, des permanents, bien évidemment. On n'est pas les deux seuls à répondre. Donc n'oubliez pas ces missions gratuites auxquelles Infodoc participe. Dans le sommaire, on vous a également prévu une actualité législative. On n'a pas eu beaucoup cette année en droit des sociétés. C'est vrai qu'on a connu des années plus fastes en termes d'actualité juridique législative avec les lois Pacte, avec cette année, c'est plutôt calme, parce que tout simplement, avec cette épidémie de coronavirus, l'actualité juridique a été plutôt en lien avec le coronavirus. Ceci dit, on ne va pas vous faire que les aides Covid et l'actualité législative. On a également sélectionné tout un tas de jurisprudence qu'on a sélectionné justement au regard des questions qui nous sont posées sur la hotline et qui vont nous permettre de vous faire un rappel dans le cadre de l'exercice de vos fonctions et par rapport aux besoins de vos clients. Voilà pour le sommaire, et donc je laisse mon collègue commencer cette conférence. Merci Séverine, bonjour à tous, bienvenue donc à cette présentation. Donc en effet, comme ma collègue vous l'indiquait, nous allons commencer par vous présenter donc les aides Covid. Aides Covid que nous traitons en effet en actualité droit des sociétés pour notre part, puisque mes collègues fiscalistes nous ont laissé la joie de nous occuper de ces aides-là. Donc nous vous les présentons. Nous avons choisi de vous faire un point à date. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de vous embrouiller avec tout ce qui se fait depuis 1 an et demi, vous le savez. Il y a certaines aides qui sont toujours d'actualité et il y en a d'autres qui ne le sont plus puisque les délais pour faire les demandes sont dépassés. Donc celles-ci, nous avons choisi bien sûr de ne pas vous en parler. Donc il y aura 3 aides principales que nous retrouvons aujourd'hui. Bien sûr, le fameux fonds de solidarité. Donc ensuite, l'aide coût fixe. Et enfin, l'aide multi-activité qui peut concerner aussi certaines entreprises, petites entreprises, et qui donc est encore ouverte aujourd'hui pour les demandes. Alors le fonds de solidarité, petit rappel d'abord. Ce fonds de solidarité, en effet, qui est en place donc, depuis le début de la pandémie, depuis mars 2020,
Il est ouvert donc à l'ensemble des entreprises individuelles, mais aussi donc les sociétés commerciales. Vous le savez bien sûr, les associations peuvent aussi en bénéficier à partir du moment où elles répondent à certaines conditions. Elles doivent être bien sûr assujetties aux impôts commerciaux ou avoir au moins un salarié dans leur effectif. Bien sûr, il faut être résident fiscal français. Alors cette condition-là peut poser certains soucis, notamment dans les groupes de sociétés, quand vous avez des filiales de sociétés étrangères ou quand vous avez même des succursales de sociétés étrangères qui n'ont pas la personnalité morale par définition, qui sont des établissements secondaires de sociétés étrangères. La notion de résidence fiscale ici donc est importante. Si vous êtes face à une succursale, en principe, la succursale ne devrait pas être éligible au fonds de solidarité. Ça fait partie des questions sur lesquelles on a pu avoir en effet des difficultés, puisque certains dossiers, certains centres ont pu accepter des succursales de sociétés étrangères, d'autres non. Mais si on suit vraiment le texte, il faudrait considérer que la succursale de société étrangère n'est pas éligible au fonds de solidarité. Bien sûr, il faut que ces entreprises aient une activité économique. Ça ne pose plus vraiment de problème. Il ne faut pas être en liquidation judiciaire, bien sûr, au 1er mars 2020, puisque pour les entreprises qui sont considérées en difficulté à cette date-là, eh bien, elles font normalement partie d'une procédure collective, et donc, en effet, il a été choisi de faire en sorte de ne pas, si je puis dire, biaiser finalement les comptes de ces sociétés en leur fournissant des aides, alors même qu'elles étaient déjà en difficulté après. Voilà la position qui nous a été donnée par l'administration. Enfin, c'est important, rappeler, même si vous le savez déjà sûrement, que ces aides qui sont versées au titre du Fonds de solidarité sont exonérées d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu et de toute contribution et cotisation sociale, qu'elle soit d'origine légale ou conventionnelle. Alors, c'est important aussi de s'arrêter un instant, juste pour dire que quand on parle d'exonération, notamment fiscale, quand vous avez une société, une entreprise, personne morale qui reçoit le fonds de solidarité et qui décide ensuite de le reverser à ses dirigeants, par exemple, l'exonération ne vise que le versement à la société et pas la manière dont ensuite le fonds est utilisé. Donc s'il y a une imposition qui doit être faite, et là je parle sous le contrôle de Séverine au niveau fiscal, il y a bien une taxation qui se fera, si elle existe, au moment où l'aide sera reversée. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Je te coupe 2 minutes, c'est exactement la même logique, parce qu'on a tous eu cette problématique, et tu vas revenir dessus, de ce fameux plafond qui, parfois, dans certains groupes de sociétés, ont empêché chacune des filiales d'en bénéficier. Certains experts comptables nous appelaient pour nous demander, mais s'il n'y a qu'une société qui le demande et qui ensuite qui va rétrocéder, c'est pareil, encore une fois, c'est que celle qui perçoit le versement qui est exonéré, si elle décide par la suite ensuite de reverser à ses filiales, on est sur une aide intragroupe qui fait l'objet d'une fiscalisation. Exactement, tout à fait. Alors, comme l'objectif c'est de vous faire un point à date, nous avons donc choisi de vous parler au niveau du Fonds de solidarité des demandes qui peuvent être encore faites aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Alors on se parle, vous avez la possibilité de faire des demandes d'aide de fonds de solidarité pour les entreprises de vos clients pour les mois de juillet et août. Pour le mois de juin, ça s'est terminé au 31 août. Donc aujourd'hui, vous avez pour le mois de juillet jusqu'au 30 septembre, à la fin du mois, pour faire les demandes d'aide. Donc aujourd'hui, on va se contenter de vous présenter les conditions d'éligibilité de ces entreprises pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Et on parlera ensuite un petit peu de l'avenir parce qu'on a eu des annonces du gouvernement, vous le savez sûrement, donc on parlera un petit peu de l'avenir. Alors pour le mois de juillet, donc concernant les entreprises qui ont été visées par une interdiction d'accueil du public. Alors ici, ça pose peut-être en effet une question en pratique parce que de notre côté, on n'est pas forcément certain de savoir qui est vraiment concerné par cette première catégorie puisque l'interdiction d'accueil du public doit se faire sans interruption. C'est-à-dire que pendant tout le mois de juillet, l'entreprise doit avoir été visée par une interdiction du public. Et ce n'est pas donc, par exemple, ceux qui ont pu rouvrir à compter du 9 juillet. Il y a eu un certain nombre d'établissements qui ont pu rouvrir. Ils ne seront pas forcément dans cette catégorie-là.
Malgré tout, pour ces entreprises donc, visées par une interdiction du public, donc sans interruption, elles peuvent être éligibles au fonds de solidarité si elles ont une condition particulière, qui est la condition de perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 20%. Je ne vous ai pas rajouté l'ensemble des conditions d'éligibilité qui sont propres finalement et qui n'ont pas changé, qui sont le socle commun de tous les mois que vous aviez avant, c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas avoir un dirigeant majoritaire, par exemple, qui a un contrat de travail. Tout ça, nous avons notamment sur le site du Conseil national de l'ordre des fiches synthétiques et vous retrouverez l'ensemble de ces conditions. Mais la condition particulière donc, pour ces entreprises visées par une interdiction du public, c'est la perte donc, de plus de 20% de chiffre d'affaires. S'ils remplissent ces conditions, vous pourrez obtenir pour vos clients une subvention qui sera égale à 20% du chiffre d'affaires de référence. Alors, hop là, petit aparté, le chiffre d'affaires de référence, vous le savez aussi sûrement, il est différent selon la date de création de l'entreprise. Si vous avez une entreprise qui est créée depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, eh bien, vous avez deux choix qui sont ouverts. Le même mois de l'année 2019, la dernière année, je dirais, hors Covid-19, ou la possibilité également de choisir la moyenne mensuelle de l'année 2019. Ça, c'est pour le chiffre d'affaires de référence. Si vous avez une entreprise qui a été créée un peu plus récemment, eh bien, vous avez d'autres chiffres d'affaires de référence qui peuvent être choisis par l'entreprise, de manière à avoir un chiffre d'affaires de référence qui soit plus, on va dire, proche de l'activité de la société et éviter que, notamment, 2019 peut-être a été une année juste de création et que ça ne corresponde pas du coup à la réalité de l'activité économique de la société. Donc c'est important de bien regarder la date de création de la société pour savoir quel chiffre d'affaires de référence je peux prendre. En sachant aussi que sur le chiffre d'affaires de référence, si vous avez des entreprises qui ont déjà fait des demandes sur les mois précédents, elles ont dû choisir un chiffre d'affaires de référence entre le mois, la référence mensuelle ou la référence annuelle, et normalement on ne peut plus changer. Donc c'est important aussi que si les clients ont fait des demandes, vous puissiez les alerter sur ces points-là. Je continue donc pour le mois de juillet. Donc vous avez ensuite les entreprises, bien sûr, de l'annexe 1. Alors annexe 1 ou secteur S1, comme vous pouvez aussi le trouver dans certaines communications, annexe 1 ou S1, c'est la même chose. Alors ces entreprises-là, donc vous avez une liste également qui est fixée dans l'ensemble des communications officielles et notamment du décret. Donc vous retrouvez notamment, ce sont les activités principales qui sont impactées par la crise. Donc vous avez tout ce qui est restauration traditionnelle, les hôtels, etc. Donc il y a une liste qui est assez importante. Donc pour ces entreprises-là, elles peuvent bénéficier donc du fonds de solidarité à la condition, alors premièrement, d'avoir bénéficié du fonds de solidarité sur le mois de mai et d'avril. Donc là, on voit que c'est une nouvelle condition qui a été rajoutée par l'administration, tout simplement puisque l'objectif, c'est de faire en sorte que le fonds disparaisse, on en reparlera, et donc les critères sont de plus en plus stricts. Et vous devez vous en rendre compte, les clients vous sollicitent peut-être moins, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins aussi d'entreprises qui peuvent répondre à l'ensemble des critères. Donc ce critère d'avoir bénéficié du fonds de solidarité en avril et en mai est un critère supplémentaire pour le mois de juillet, pour l'annexe 1. Ensuite, il faut également que ces sociétés aient justifié d'une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 10%. Et elles pourront bénéficier alors d'une subvention donc, pour le mois de juillet qui est égale à 30% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de référence. Double condition en termes de chiffre d'affaires. Ce qu'il est important de rappeler peut-être à ce niveau-là également, c'est que quand vous êtes dans l'annexe 1 ou 2 ou 3, nous le verrons, ces entreprises-là sont aussi censées, au fil des mois, jusqu'à là, le mois de septembre, bénéficier d'aides qui sont censées diminuer de manière successive au cours des mois, tout simplement parce que aussi le fonds est amené à disparaître et donc l'objectif c'est de faire en sorte que on se libère finalement de ces aides d'État et que les entreprises puissent retrouver des finances qui soient basées uniquement sur les gains de leur propre activité. Alors,
Concernant les entreprises de l'annexe 2 et les entreprises qui sont situées, comme vous le voyez ici, sur des activités de commerce de détail, dans la réparation éventuellement également et la maintenance navale, mais qui sont situées dans, on va dire, des départements et territoires d'outre-mer. Pour ces entreprises de ces deux catégories d'activités, c'est un peu lourd, hein, mais l'objectif c'était aussi que vous puissiez avoir accès au support et d'avoir l'ensemble des conditions. Donc là on retrouve des conditions identiques aux annexes 1, c'est d'avoir toujours bénéficié du fonds de solidarité en avril ou en mai, d'avoir toujours une perte de chiffre d'affaires supérieure à 10% sur le mois. Pour l'annexe 2, vous retrouvez des conditions que vous aviez déjà sur les mois précédents. Ce n'est pas nouveau. Ce sont des conditions liées à une perte de chiffre d'affaires supplémentaire, les fameux 80% que vous devez avoir perdu, notamment lors du premier confinement. Pourquoi ? Parce que les entreprises de l'annexe 2 sont censées être des entreprises qui sont dans des secteurs qui sont impactés par la crise, mais moins que ceux de l'annexe 1. Hein. C'est chronologique. Hein. Vous êtes dans l'annexe 1, vous étiez un restaurant, vous étiez peut-être ouvert certains mois de l'année, mais vous avez quand même subi un certain nombre de restrictions. Donc vous avez le droit à un certain montant d'aide, avec des conditions peut-être plus faciles. Vous êtes en annexe 2, vous êtes censé être des entreprises de secteurs qui ont été un peu moins impactés, voire des sous-traitants, d'autres secteurs. Donc là, vous avez des conditions supplémentaires qui sont plus dures à obtenir, bien sûr. Donc 80%, ça c'est une condition supplémentaire sur la période du 15 mars 2020 au 15 mai 2020, premier confinement. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous n'atteignez pas ce pourcentage de 80% sur cette période, de prendre le mois de novembre, de regarder si vous aviez 80% de pertes sur le mois de novembre 2020. Novembre 2020, deuxième confinement. Ou alors, pour les entreprises qui ont été créées avant le 1er décembre 2019, elles peuvent aussi regarder si elles ont une perte d'au moins 10% entre 2020 et 2019. Bon, ça devrait s'arrêter là. Si on n'a pas d'autres confinements, on verra ce qui se passe. Touchons du bois. Donc pour ces entreprises de l'annexe 2 et des entreprises du commerce de détail dans les territoires d'outre-mer, elles peuvent bénéficier du même montant que pour l'annexe 1, c'est-à-dire 30% de la perte de chiffre d'affaires, toujours dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de référence. Donc là, de ce point de vue-là, ça ne change pas. Alors, pour le mois de juillet, petite particularité, vous saviez peut-être que jusque-là, la dernière catégorie d'entreprises qui était éligible au fonds de solidarité, c'était un peu la catégorie vous n'êtes nulle part, donc on vous met là. C'est-à-dire la dernière catégorie qui pouvait toucher une aide maximum de 1 500 €, qui avait une perte de chiffre d'affaires, mais qui ne se retrouvait pas dans les catégories annexe 1, annexe 2, voire annexe 3, qui n'étaient pas dans un secteur de montagne comme on a pu l'avoir cet hiver. Et donc finalement ces entreprises-là pouvaient toucher, si elles avaient une perte et qu'elles remplissaient l'ensemble des conditions, une aide de 1 500 €. Au mois de juillet, au regard de la situation sanitaire, il y a eu une particularité, c'est qu'on a enlevé ces entreprises et ce groupe un petit peu fourre-tout, si je puis dire, et on a considéré qu'au regard de la situation notamment en Guyane, c'était ces entreprises-là qui sont domiciliées en Guyane qui pourront bénéficier du fonds dans la limite de 1 500 €, à condition de remplir donc certains critères, c'est-à-dire toujours la perte de 50% de chiffre d'affaires, ça ne change pas. L'effectif doit être inférieur ou égal à 50 salariés, mais ça on l'avait également pour cette catégorie, dernière catégorie. Et en plus, elles doivent justifier d'avoir fait l'objet de mesures de confinement pendant une durée de 10 jours. Voilà pour ces catégories. Alors, une fois qu'on a, et c'est compliqué, au moins la manière de voir comment analyser où est l'entreprise de mon client, est-ce qu'il est en fermeture, est-ce qu'il est en annexe 1, 2, autres, eh bien, on doit aussi prendre en compte donc, certains autres critères qui existaient sur les mois précédents, et ce qu'évoquait notamment Séverine, le fameux plafond des 200 000 €. Le fameux plafond des 200 000 €, c'est un plafond alors, qui peut faire penser au plafond d'aide de Minimi, mais qui en réalité n'est pas celui-ci. C'est un plafond propre au fonds de solidarité et qui finalement empêche une entreprise de toucher au cours du mois plus de 200 000 € d'aide, que ce soit elle à titre personnel, mais aussi au niveau du groupe.
Donc après, avec toutes les problématiques de redistribution, en effet, que ça peut engendrer. Donc si vous avez un groupe de sociétés, vous avez plusieurs entreprises qui sont éligibles, comme c'était le cas pour les mois précédents, il y a ce plafond de 200 000 €. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas fait attention à ça, puisque vous pouvez aussi avoir certains clients qui se rendent compte que d'autres entreprises du groupe, ils n'ont pas forcément tout le monde au téléphone tous les jours, ont fait des demandes. Qu'est-ce qui se passe? Et ben à ce moment-là, il n'y a pas de procédure magique, je dirais, pour essayer de régler la situation. Le mieux, c'est de déjà faire le point au niveau du groupe pour savoir quelle entreprise a besoin en priorité, je dirais, des aides. Et puis ensuite, si une entreprise donc, a trop perçu, de se rapprocher de son centre des impôts pour obtenir un RIB et pouvoir faire le remboursement si nécessaire. Voilà. Le chiffre d'affaires de référence, comme je vous l'indiquais donc précédemment, rapidement, vous êtes soumis au chiffre d'affaires de référence que vous avez choisi en avril, ou si vous n'avez pas touché le fonds en avril, au mois de mai. Donc pareil, si des entreprises veulent encore toucher le fonds au mois de juillet ou au mois d'août, faites attention, demandez bien aux clients de savoir s'ils ont touché le fonds sur les mois précédents. Et si c'est le cas, le chiffre d'affaires de référence doit être repris. Et enfin, la date limite, et oui, c'est le 30 septembre donc 2021 pour l'aide du mois de juillet. Voilà le mois de juillet, et comme aujourd'hui, donc nous avons des restrictions qui ont pu encore toucher cet été un certain nombre d'entreprises, le gouvernement donc a repris un nouveau décret, un de plus, modificatif, qui vient compléter le décret du Fonds de solidarité qui date du 30 mars 2020, qui doit faire quelque chose comme 175 pages maintenant. On a arrêté de l'imprimer parce que c'était plus possible. Et donc pour le mois d'août, ça continue. Ça continue avec, bon, on va passer peut-être plus rapidement sur les catégories puisque vous les connaissez. Donc l'interdiction d'accueil du public. Donc là c'est pareil. Normalement, on a alors des mesures sanitaires qui se sont assouplies. Donc l'interdiction d'accueil du public, c'est pareil. Il y a normalement plus beaucoup d'entreprises qui sont visées par une interdiction d'accueil du public sans interruption. Ça, après, il faut regarder avec le client. C'est lui qui est censé savoir s'il est fermé ou pas. Voilà, il faut regarder et éventuellement, c'est à lui de venir vous dire moi, je suis dans tel secteur, j'ai tel local, j'ai été fermé en août. Bon, à ma connaissance, j'en vois pas beaucoup, mais bon. En tout cas, au mois d'août, il y a toujours cette possibilité d'obtenir une aide qui sera supérieure ou égale à 20%, enfin, qui sera toujours supérieure ou égale à 20%. Donc, pardon, c'est la perte de chiffre d'affaires qui sera supérieure ou égale à 20%, ça c'est la condition qui existait au mois de juillet, et qui permettra d'avoir une aide égale à 20% du chiffre d'affaires de référence. La petite particularité au mois d'août quand même, vous le voyez ici, c'est que si vous n'avez pas perdu 20% de votre chiffre d'affaires en août, vous avez la possibilité malgré tout d'être dans cette catégorie-là, avec un montant plus important, si vous avez été visé par une interdiction d'accueil du public au moins 21 jours entre le 1er août et le 31 août. Et que vous avez perdu bien sûr plus de 50%, ça c'est la condition initiale au fond. Alors ça concerne principalement cette condition, pareil, les entreprises qui sont dans les territoires d'outre-mer, qui ont au cours du mois d'août malheureusement subi des mesures de confinement et d'interdiction d'accueil du public. Donc s'il y a aussi voilà, des entreprises qui sont dans ces territoires, eh bien elles peuvent plus facilement, je dirais, accéder à cette catégorie, l'annexe 1. Pareil pour ceux qui ont été visés par une interdiction d'accueil du public et qui ont subi 20% de perte de chiffre d'affaires cette fois-ci, et qui sont eux domiciliés sur un territoire qui a subi 8 jours de confinement en août. Là pareil, il y a peu de territoires, mais c'est des territoires d'outre-mer, et ces entreprises, alors elles ne pourront toucher qu'une aide maximum de 1 500 €. Pourquoi? Là-dessus, on n'a pas forcément eu de réponse de l'administration, mais voilà, ils ont essayé de faire au mieux en fonction des mesures de restriction au niveau des territoires pour essayer que, voilà, on s'y retrouve au niveau des montants d'aide et que ça corresponde aux pertes, si tant est que ça puisse correspondre, que l'entreprise a subies. Donc je continue pour le mois d'août, toujours dans la même arborescence, c'est toujours le même fonctionnement. Pour l'annexe 1, donc cette fois-ci, on est toujours donc, sur une condition
toucher le fonds de solidarité pour le mois d'avril ou le mois de mai, vous voyez que pour ceux qui sont en interdiction d'accueil du public, ce n'est pas une condition nécessaire. Cette condition d'avoir touché le fonds en avril et en mai, c'est vraiment que pour annexe 1, annexe 2. Il faut également toujours avoir une perte de 10% de chiffre d'affaires. Et pour eux, le montant d'aide donc baisse par rapport au mois de juillet, puisque c'était 30%, c'est plus que 20% au mois d'août. 20% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de référence. Si vous êtes sur des territoires d'outre-mer qui ont été visés par des mesures de confinement pendant au moins 21 jours, vous bénéficiez d'un montant d'aide un peu plus important quand vous êtes dans ce secteur de l'annexe 1, puisque vous pourrez toucher 40% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite toujours de 20% du chiffre d'affaires de référence. Alors, pour ce qui est de l'annexe 2 et des entreprises qui sont dans le commerce de détail, également dans des territoires d'outre-mer, les conditions que nous avons vues tout à l'heure pour le mois de juillet sont les mêmes, donc je ne les reprends pas. Pour les montants d'aide, ce sont les mêmes que pour l'annexe 1, donc ça a baissé comme pour le mois de juillet à 20% de la perte de chiffre d'affaires, toujours dans la limite de 20% du chiffre d'affaires de référence. Donc je passe plus rapidement parce que là, il n'y a pas grande nouveauté, sauf les montants, bien sûr, qui varient un petit peu. Alors, pour la dernière catégorie, ma quatrième catégorie, ici, on se retrouve dans une catégorie alors, qui ne concerne plus que la Guyane, parce qu'au mois d'août, donc d'autres territoires, en effet, ont été touchés par des mesures de confinement. Et donc là, on a étendu finalement cette dernière catégorie, mais les conditions et les montants d'aide, donc 1 500 € maximum, et les conditions d'éligibilité avec les pertes de plus de 50% et l'effectif inférieur à 50 salariés ne changent pas. On a toujours le plafond de 200 000 €, comme vous le voyez, toujours la limite, et le chiffre d'affaires de référence. Bah, ici, pour le mois d'août, on aurait pu penser qu'ils allaient décaler. Non, c'est toujours avril-mai. Si vous avez choisi un chiffre d'affaires de référence pour le fonds de solidarité en avril ou en mai, si vous n'avez pas demandé avril, c'est celui-ci que vous devez reprendre. Pour le mois d'août, vous avez jusqu'au 31 octobre 2021 pour faire les demandes. Donc un petit peu de temps. En sachant que normalement, vous ne devriez plus avoir beaucoup de clients qui sont concernés par ces aides, mais voilà, elles ont le mérite d'exister si, bien sûr, certains sont toujours concernés. Juste, je te coupe 2 minutes. Je vous rappelle que tous les supports qu'on vous diffuse seront bien évidemment disponibles par la suite. Et n'hésitez pas, puisque là on vous présente ça assez rapidement, mais vous avez aussi des iconographies, c'est-à-dire des schémas, tout est fait soit en note de synthèse détaillée, mais sous forme de tableau. D'accord, pour une lecture rapide de tout ce qu'on vient de dire. Vous avez aussi des iconographies, c'est-à-dire sur une page, vous retrouvez le détail des différentes catégories d'aide avec les différentes conditions d'éligibilité. N'hésitez pas à utiliser la partie privée de l'ordre des experts comptables dans le dossier thématique coronavirus, encore une fois. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu lourd, mais voilà, l'ensemble des critères sont en effet sur ces différents supports. Alors juste un petit point avant de passer à l'aide coût fixe, puisque je vous ai promis de vous parler un petit peu de l'avenir. Pour le fonds de solidarité, donc les mesures qui ont été, ce qui a été annoncé par le gouvernement en l'occurrence, c'est que le fonds de solidarité va être prolongé pour le mois de septembre. Et il est amené à mourir de sa belle mort, si je puis dire, le 30 septembre. Et donc il sera remplacé normalement par le dispositif de l'aide coût fixe, qui va être adapté, puisqu'on va le voir, l'aide coût fixe est limitée à certaines catégories d'entreprises qui répondent à des critères, notamment de chiffre d'affaires importants. Et donc, à partir du mois d'octobre, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble des entreprises qui doivent continuer à percevoir une aide puissent toucher un dispositif d'aide coût fixe adapté. Tout en sachant que normalement, si tout va bien, encore une fois, du point de vue sanitaire, les critères d'aide devraient être encore une fois restrictifs et ne pas concerner normalement la majorité des entreprises. Mais encore une fois, seul l'avenir nous le dira et on apprend avec cette situation à vivre un petit peu au jour le jour. Donc nous verrons ce qu'il en est. Oui, parce que juste, et après j'arrête de te couper, le gros problème de ces aides, c'est que vous avez énormément d'annonces qui sont faites et vos clients vous appellent quand vous avez les annonces qui sont faites, mais tant qu'on n'a pas les décrets, ça reste des annonces. Par exemple, pour septembre, il y a plusieurs choses d'annoncer, notamment sur le fonds de solidarité, avec, si je ne dis pas de bêtises, pour encourager finalement le redémarrage de l'activité, le fonds de solidarité va être ciblé quand même, il y aura une condition supplémentaire d'avoir réalisé un certain quand même pourcentage de chiffre d'affaires et pas plus qu'une perte. Enfin bon, ça va être un petit peu remanié, donc on commence à avoir des questions dessus. Tant qu'il n'y a pas le décret, ça n'est
que de l'annonce. Exactement. D'accord. C'est que de l'annonce. Nous n'avons pas les conditions d'éligibilité pour le mois de septembre. Et j'irai même plus loin, nous n'avons pas, alors à l'heure où je vous parle, j'ai vérifié ce matin, le formulaire pour faire la demande d'aide pour le mois d'août. Donc voilà, ça prouve bien qu'on avance un petit peu au jour le jour, qu'il y a des annonces, mais ce qui est important, c'est vraiment qu'on ait les conditions, les décrets, et dès qu'on les a, bien sûr, au niveau du Conseil national, on communiquera sur le sujet. Oui. Alors, la question des congés annuels, s'il y a des congés annuels qui ont été pris, normalement, ce n'est pas pris en compte au niveau de l'aide du Fonds de solidarité. C'est-à-dire que les congés annuels ne sont pas une condition qui permette de faire une proratisation au niveau du chiffre d'affaires. Si l'entreprise a fermé, elle a fermé, et donc elle a une perte. Et si elle a une perte, elle peut être éligible au Fonds de solidarité. Tout à fait. Il n'y a pas de condition dans le texte qui vient nous dire, sauf si l'entreprise a subi une perte du fait d'avoir fermé pour congé. Si, c'est une décision de fermeture prise par le dirigeant. Oui, mais le législateur ne l'a pas pris en compte. Donc ça permet de se dire que j'ai 0 de chiffre d'affaires par exemple au mois d'août parce que j'ai décidé de partir en vacances. Mais par exemple si j'ai travaillé au mois d'août 2019, j'ai une perte de chiffre d'affaires. Et donc cette perte de chiffre d'affaires, si je remplis l'ensemble des conditions qu'on a vues, me permet d'avoir une aide. Bien sûr. Bien sûr. Il faut voir le chiffre d'affaires de référence. Si je ferme tous les ans au mois d'août, j'ai pas de perte de chiffre d'affaires. Sauf si j'ai pris mon chiffre d'affaires. Sauf si j'ai pris la moyenne annuelle. Et alors là... En fait, c'était la question qui a été assez récurrente pendant certains temps sur les activités saisonnières. C'est-à-dire, d'habitude, de toute façon, ce mois-ci, mon entreprise aurait été fermée, donc elle n'aurait pas fait de chiffre d'affaires. Donc si je compare avec le même mois en N-1, de toute façon, j'ai 0, donc j'ai pas de perte. Mais comme le décret laissait la possibilité de comparer au choix, soit avec le chiffre d'affaires de référence du mois correspondant en N-1, donc en 2019, soit avec le chiffre d'affaires mensuel 2019, ça permettait justement pour les activités saisonnières, puisqu'il n'y a pas eu de restriction dans le décret, si je compare avec le chiffre d'affaires mensuel 2019, que c'était le choix que j'avais fait, puisque je vous rappelle que maintenant ce choix est figé, eh bien ça me permettait finalement d'avoir une perte que je n'aurais pas eue en temps normal, puisque en temps normal j'aurais eu 0. Et c'est vrai que c'est une question qui a été assez récurrente nous sur la hotline, question qu'on a, parce elle était source d'insécurité dans le sens où beaucoup parmi vous, peut-être vous d'ailleurs, nous ont appelé en disant mais est-ce que vous êtes sûr? Oui, on en était sûr, mais on a quand même transmis la question à la DGFiP en disant ce serait bien qu'il y ait un écrit qui ne vienne pas que de nous. Et d'ailleurs, ça a été confirmé dans le cadre de la FAQ qui est disponible sur le site des impôts, où ça a bien été écrit noir sur blanc. Donc oui, c'est possible. Enfin, il y avait parfois des incohérences comme ça. C'est pour ça que la fermeture volontaire, que ce soit parce que je suis saisonnier ou parce que je pars en congé annuel, n'est pas identifiée comme un motif d'exclusion au niveau du fonds. Voilà. Et de la même manière, si vous achetiez une société qui se créait, qui rachetait un fonds de commerce existant, si elle n'avait pas de référence en 2019 ou qu'elle n'était pas existante à la date où il fallait, puisque je rappelle qu'en fonction du mois auquel vous demandiez l'aide, il fallait que vous ayez été créé avant le 31 octobre 2020, avant le 1er janvier 2020, enfin bref, je ne me rappelle plus exactement des dates. Et on a eu aussi cette question récurrente, oui mais moi ma société, je l'ai créée là, mais elle rachète un fonds de commerce. Ou pire, j'avais une entreprise individuelle que j'ai apportée en société. J'ai fait ça en janvier 2020, j'avais pas senti venir l'épidémie, en même temps personne l'avait senti, donc je savais pas qu'il y aurait ce fonds quelque part. Mon client est en train de me reprocher cette opération parce que il peut pas en bénéficier. Est-ce qu'il a raison pas de vous reprocher l'opération, mais de pas pouvoir bénéficier du fonds de solidarité? Oui, malheureusement, et c'est des choses qu'on a fait remonter, on a demandé des tolérances, on a essayé d'avoir et qu'on n'a pas eu. Donc il y avait des incohérences dans le décret. Je vous rappelle que c'est un décret qui a été rédigé très rapidement et avec des situations perverses, dans tous les sens. Il y en a qui en ont profité, puis il y en a qui ont été défavorisés.
Ouais, il y a eu des évolutions, il y a eu l'administration a entendu certaines choses quand même, mais sur certains points, je pense par exemple aux restructurations d'entreprises qui ont été faites juste avant la crise ou au cours de l'année 2020 par exemple, qui font que certaines sociétés du coup qui ont absorbé leurs filiales dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, ces entreprises holding n'ont pas le chiffre d'affaires de l'entreprise qui exploitait auparavant. Donc forcément, elles se retrouvent dans une situation où elles ne bénéficient pas de l'aide. On a une réponse de l'administration dans la FAQ qui nous dit non, dans ce cas-là, c'est comme ça, l'entreprise, la holding qui a absorbé ne peut pas reprendre le chiffre d'affaires fait par sa filiale pour pouvoir faire la demande d'aide. Voilà. Vous pouvez toujours nous appeler pour râler sur la loi, mais on n'a pas le pouvoir malheureusement de la changer. Mais on vous écoutera avec plaisir. On sera très heureux de vous avoir, il n'y a pas de souci. Alors, je passe parce que je vois quand même le temps passer et puis nous avons encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, pour l'aide coût fixe, l'aide coût fixe qui est venue, comme vous le savez, permettre aux entreprises de couvrir les charges qu'elles peuvent avoir et qui ne sont pas donc couvertes par les résultats de leur activité économique. L'objectif de cette aide qui a aussi évolué, c'est de passer donc. On va en discuter après, mais il y a 3 types d'aide coût fixe que l'on peut avoir. Il y a l'aide coût fixe dite originale, l'aide coût fixe saisonnalité, et puis l'aide coût fixe groupe. Alors pour essayer de faire simple, si tant est que ce soit aussi possible, on va d'abord vous parler de l'aide coût fixe originale. Donc l'aide coût fixe originale, elle se présente sous la forme d'une aide donc bimensuelle ou désormais mensuelle, c'est-à-dire que vous pouvez faire une demande donc à compter du 1er janvier sur 2 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ou désormais juillet, août, ou alors vous pouvez faire aussi au mois le mois, en fonction du fait de savoir si la société répond aux critères sur 1 mois ou répond aux critères sur 2 mois. Parce qu'il y a 1 mois, ça peut très bien fonctionner, un autre mois, pas du tout. Donc une entreprise peut se retrouver éligible sur 1 mois, pas sur 2 et inversement. Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette aide coût fixe originale et qui partent sur une maille bimestrielle, bimensuelle d'ailleurs, pardon, c'est 2 mois cumulés. Il faut déjà avoir bénéficié du fonds de solidarité, ça c'est la première condition. Il faut également avoir un excédent brut d'exploitation, le fameux EBE négatif, sur la période éligible, donc là sur 2 mois. Il faut également, vous le voyez, avoir perdu plus de 50% de chiffre d'affaires sur la période mars ou avril, pour l'exemple. Si vous avez d'autres périodes, c'est sur cette période-là, et donc par rapport toujours à 2019, à la même période en 2019. Et il faut avoir une ancienneté de 2 ans. On va y revenir, il y a eu une évolution, une nouvelle aide qui est, on s'est bien rendu compte, l'administration s'est rendu compte, et vous avez fait remonter que certaines entreprises n'étaient pas éligibles parce que cette condition de 2 ans n'était pas respectée. Donc il y a eu, entre guillemets, une nouvelle aide qui a été mise en place, on en parlera tout à l'heure. Et après, donc, ces 2 autres grosses conditions que vous avez au bout de la chaîne, qui sont des conditions liées au chiffre d'affaires, comme je le disais. C'est-à-dire que l'entreprise, pour bénéficier des coûts fixes, à l'heure où on se parle, doit répondre à un certain montant de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 1 million de chiffre d'affaires mensuel, sur la période éligible, un mensuel ou 2 mois, là 2 mois, ou annuel par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019, et là c'est supérieur à 12 millions d'euros. Donc ça concerne des entreprises qui ont quand même un volume d'activité assez important. En plus de cela, comme si ça ne suffisait pas, quand vous devez avoir donc ces conditions de chiffre d'affaires qui se remplissent, vous devez en plus être dans les secteurs que nous avons vus pour le Fonds de solidarité, c'est-à-dire interdiction d'accueil du public, annexe 1 ou annexe 2, les entreprises qui sont dans les zones commerciales de plus de 20 000 m², qui ont fait l'objet aussi de restrictions, et enfin les entreprises qui sont dans les communes de l'annexe 3. Alors les communes de l'annexe 3, ça correspond à quoi? Ça représente à peu près 60 pages dans le décret. Ce sont des communes qui sont listées comme étant des communes de zone de montagne, qui sont censées avoir du coup été impactées par les mesures sanitaires et la fermeture des remontées mécaniques, etc. Donc si vous remplissez ces conditions qui sont en haut, comme je vous le montre ici, et que vous avez en plus tout ça, vous pouvez bénéficier en effet de l'aide coût fixe originale. Si vous ne remplissez pas ces conditions lourdes en termes de chiffre d'affaires et que vous n'êtes pas dans les catégories, on tombe en bas.
Et en fait, en bas, on considère, et là c'est une liste aussi qui a été mise en place dans le décret, une liste d'activités qui a été particulièrement impactée. Alors vous avez tout ce qui est salle de sport, les établissements thermaux, les entreprises du secteur HCR, mais en zone de montagne. On a eu beaucoup aussi d'interrogations là-dessus. Est-ce que les HCR de Paris sont concernés? Non, ce n'est pas le cas. Voilà, donc il y a toute une liste en effet d'activités qui sont privilégiées entre guillemets et qui n'ont pas de conditions de chiffre d'affaires à respecter pour pouvoir être éligibles à l'aide coût fixe. Pour la maille mensuelle, c'est le même principe. Ce sont les mêmes critères, sauf que cette fois-ci, on se base non pas sur 2 mois, mais sur 1 mois, tout simplement. Je passe un peu plus vite. Pour les aides, alors les montants d'aide, donc comme vous le voyez, il y a une nouveauté, c'est que au départ on était parti sur une période jusqu'à fin juin pour l'aide coût fixe. On s'est rendu compte que, en effet, malgré tout, le virus ne s'était pas arrêté le 30 juin d'un coup, malheureusement, et que du coup il y avait encore un certain nombre d'entreprises qui subissaient le paiement de leurs charges et qui ne pouvaient pas y faire face. Et donc il a été étendu, cette aide a été étendue jusqu'à la période juillet-août. Et donc pour donc ces entreprises, vous avez la possibilité donc de demander en principe l'aide coût fixe dans les 45 jours qui suivent le versement du fonds de solidarité. Donc si j'ai une période de 2 mois par exemple en janvier-février, mais que mon entreprise n'a touché le fonds de solidarité du mois de février qu'au mois d'août, parce que ça a été long et parce qu'il y a eu plein de problèmes, et etc., etc., bah là, vous pourriez, par exemple, pour la période janvier-février, faire encore la demande d'aide coût fixe. Donc voilà, il faut l'avoir à l'esprit. C'est le fonds de solidarité qui va déterminer la date à laquelle je peux faire la demande d'aide coût fixe. Pareil pour mars-avril, 45 jours après le versement du mois d'avril, pareil pour mai-juin, et pareil pour juillet-août. Si d'aventure l'entreprise n'a pas touché le fonds de solidarité lors du 2e mois, si vous faites donc la demande bimensuelle, eh bien c'est 45 jours à compter de la fin de la période éligible. Donc c'est 45 jours à compter, pareil, du 30 février, 29 février, pardon, etc., etc. Donc faut regarder un petit peu, voir, mais c'est le fonds de solidarité qui détermine les délais de demande d'aide coût fixe. Donc il faut l'avoir en tête. Alors pour les montants rapidement, mais ça c'est quelque chose que vous saviez, donc on a une différence selon qu'en effet on est dans une entreprise de plus de 50 salariés ou de moins de 50 salariés. Plus de 50 salariés, c'est 70% de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation, qui a été constaté bien sûr au cours de la période éligible. Et si vous avez moins de 50 salariés, petite entreprise, c'est au moins 90% de cette EBE. En sachant qu'on a aussi un plafond qui est un plafond de 10 millions, qui est un plafond 10 millions d'euros sur 8 mois, donc janvier-août, et qui est un plafond qui, donc pareil, s'applique au groupe des sociétés. Donc il faut ne pas dépasser, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe, ce montant de 10 millions d'euros d'aide, mais uniquement coût fixe. Le fonds de solidarité ne rentre pas dans ce plafond de 10 millions. Le fonds de solidarité, il a un plafond lui aussi, on l'a vu, de 200 000 euros mensuels, et un plafond, je n'en ai pas parlé, de 1,8 million d'euros, qui est le plafond, enfin qui est on va dire la dérogation au régime des minimis, à l'interdiction de toucher plus d'un certain montant d'aide publique. Donc là, on est à 10 millions et c'est propre à l'aide coût fixe. Alors ensuite, si c'était jusqu'ici simple, si l'on peut dire, on a l'aide coût fixe, donc saisonnalité. Pourquoi l'aide coût fixe saisonnalité ? Puisque, évidemment, certaines entreprises, de par la nature de leur activité, n'ont pas forcément, on l'a dit, on l'a évoqué, des périodes d'ouverture qui sont sur toute l'année. Et donc, pour ces entreprises-là, on a prévu un dispositif particulier qui, lorsqu'elles ont touché le fonds de solidarité, pareil, sur donc, la période alors, 1er janvier au 30 juin ou désormais au 31 août, à condition de respecter les autres critères que nous avons vus, c'est-à-dire la perte de 50% de chiffre d'affaires, une condition aussi d'avoir sur la période semestrielle un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5% du chiffre d'affaires annuel 2019, avoir été créé avant le 1er janvier et avoir un NEBE négatif sur la période donc janvier-juin 2020 qui soit
négatif. Donc pour ces entreprises-là, qui remplissent ces critères, qui sont en plus, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les fameux secteurs du Fonds de solidarité, fermés, annexe 1, annexe 2, zone commerciale, zone de montagne, eh bien ces entreprises-là peuvent bénéficier en effet de l'aide coût fixe dissaisonnalité, à condition de remplir les conditions de perte de chiffre d'affaires, on l'a vu, 1 million mensuel, 12 millions annuels. Et pareil, donc pour ces entreprises-là, vous avez des dérogations. Certains secteurs n'ont pas de conditions de perte de chiffre d'affaires, n'ont pas de conditions de secteur d'activité liées au fonds de solidarité. De par la nature de leur activité, elles sont éligibles à l'aide coût fixe saisonnalité directement. Et vous avez l'aide groupe, l'aide coût fixe groupe, qui est une aide coût fixe donc, qui a été mise en place aussi parce qu'on s'est rendu compte que des entreprises n'avaient pas touché le fonds de solidarité, puisque comme on l'a vu, on a des plafonds, hein, comme on a évoqué. Et donc des entreprises d'un groupe de sociétés à qui on a dit non, toi, tu n'auras rien, eh bien, elles ne pouvaient pas bénéficier de l'aide coût fixe. Donc on a mis en place ce dispositif aide coût fixe groupe pour permettre à ces sociétés qui remplissent les autres conditions que nous avons vues précédemment, mais qui appartiennent à un groupe où d'autres entreprises ont, elles, touché le fonds de solidarité, et bien malgré tout, de pouvoir rentrer dans ce dispositif et d'avoir donc une aide de 70% de l'opposé de l'EBE ou 90% selon la taille de l'entreprise. Donc ces entreprises-là, je ne reprends pas l'ensemble des conditions, mais peuvent aussi bénéficier de l'aide coût fixe. Alors, je vous ai synthétisé les nouveautés de l'aide coût fixe pour essayer à date de vous dire un petit peu ce qui a changé depuis le mois de janvier. Donc déjà, on a rajouté en effet la période juillet-août 2021. La possibilité de demander l'aide coût fixe saisonnalité non plus en effet sur 6 mois, mais sur 8 mois. Mais les conditions ne changent pas. La possibilité également, pareil, pour l'aide groupe de demander l'aide coût fixe sur 4 périodes, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, mai, juin ou juillet, août, ou au titre de la période de 8 mois, c'est-à-dire sur 8 mois, puisque pour l'aide groupe, on pouvait faire une demande sur 6 mois avant, c'est-à-dire en cumulant l'ensemble des conditions sur 6 mois, désormais c'est sur 8 mois. Vous avez une activité qui a été rajoutée également dans ceux qui sont éligibles sans condition de perte de chiffre d'affaires, c'est la gestion des monuments historiques. Et pour ceux qui sont en zone de montagne, on vous disait précédemment qu'il fallait que l'entreprise soit domiciliée dans une zone de montagne. Désormais, on vous dit qu'elle n'a pas forcément à être domiciliée en zone de montagne, mais elle doit réaliser l'intégralité de son chiffre d'affaires dans ces communes qui sont considérées comme des zones de montagne. Parce que vous aviez certaines entreprises qui étaient domiciliées par exemple à Paris, mais qui étaient des sociétés qui faisaient des activités en zone de montagne exclusivement, et elles n'étaient pas éligibles, donc l'administration et le législateur a modifié cette condition-là. Petit rappel, parce que là on a eu une précision importante qui vous a questionné également, l'aide coût fixe EBE que vous pouvez recevoir sur les périodes précédentes n'est pas à réintégrer dans l'EBE que vous allez devoir calculer pour la période pour laquelle vous faites la demande. Ça, c'était une grosse question. On se disait, on savait que le fonds de solidarité était exclu, par exemple. On se demandait si les aides de coût fixe devaient être intégrées. Non, ce n'est pas le cas. Là-dessus, on a une réponse claire de l'administration. Et enfin, on a rapidement une nouvelle aide, donc comme je vous l'indiquais, coût fixe, qui a été mise en place pour les entreprises qui sont créées après le 1er janvier 2019. Donc pour elles, on a repris l'ensemble des critères, mais on les a adaptés, notamment par rapport à la condition de chiffre d'affaires de référence. Et on a permis donc à ces sociétés, entre guillemets, nouvellement créées, mais qui ne remplissaient pas la condition des 2 ans, d'être éligibles à l'aide. Donc pareil, vous retrouvez l'ensemble de ces critères donc sur, en effet, notre documentation propre, mais également, vous avez normalement les informations sur le site impôts.gouv où ils vous ont répertorié l'ensemble des aides pour ensuite accéder au formulaire. Je continue parce que je me suis un petit peu attardé et je vois l'heure qui défile. Et puis de toute façon, on est encore disponible puisque la mission du Conseil national de l'ordre des experts comptables n'est pas arrêtée. C'est-à-dire que si vous avez encore des questions sur ces aides, n'hésitez pas. Vous avez des permanents dédiés. Nous, c'est plutôt sur le juridique, sur l'éligibilité, mais par exemple sur le calcul de l'EBE, vous avez un permanent dédié. Sur les attestations que les experts comptables doivent fournir, vous avez un permanent susceptible de vous répondre. Vous avez aussi des aides Covid en social. Enfin,
Tout ça, ça fait partie d'une mission accessible gratuitement dès lors que vous êtes expert comptable ou collaborateur. On vous demanderait juste un numéro d'inscription à l'ordre. D'accord ? Ne l'oubliez pas, on vous accompagne. Alors, pour la dernière aide dont nous souhaitions vous parler ce matin, il s'agit d'une aide pour les entreprises multi-activités. Alors, c'est une aide qui vise les entreprises qui sont dans des, on va dire, pour reprendre les termes du décret, dans des communes peu ou très peu denses. Et ces entreprises, donc souvent on va dire des supérettes, enfin des commerces de détail qui peut-être rendent divers services dans ces zones peu peuplées, eh bien, étaient peut-être un peu plus impactées, ou en tout cas on fait valoir qu'elles étaient touchées peut-être plus que les autres par la crise sanitaire. Et donc, à partir du moment où elles sont en effet dans le commerce de détail ou l'exploitation agricole, donc vous avez la liste des activités ici dans ce deuxième encadré, eh bien, vous pouvez donc bénéficier d'une aide supplémentaire. Alors la condition importante, c'est que l'activité secondaire de l'entreprise doit avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er novembre 2020 et 1er mai 2021. Alors là, c'est une condition spécifique vraiment à ces commerces-là. Il faut qu'on se considère par exemple que la restauration, on va dire que si je vends des cigarettes et que j'ai pu vendre des cigarettes, j'étais ouvert. Si je faisais de la restauration, mais que la restauration est mon activité dite secondaire et a été fermée, bah je peux à ce moment-là bénéficier de cette nouvelle aide. C'est dans ce sens qu'il faut l'entendre. Il y a une condition de perte de chiffre d'affaires, bien sûr, supérieure ou égale à 10%, donc entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, par rapport à la même période en 2019. Et donc l'aide est égale à 80% de la perte de chiffre d'affaires entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, donc par rapport toujours à 2019, dans la limite de 8 000 €. En sachant que pour ces entreprises-là, vous avez jusqu'au 31 octobre pour faire les demandes. Alors, concernant les assemblées générales, nous souhaitions vous parler de plusieurs petites mesures, et notamment parmi elles, les mesures rapidement concernant les assemblées générales, et les mesures liées à la crise sanitaire, encore une fois. Vous le savez, il y avait certaines mesures qui avaient été prises, dérogatoires, pour permettre de tenir les assemblées générales à distance, faciliter la tenue des assemblées générales à distance. Notamment, tenir une assemblée à huis clos lorsque vous aviez une mesure de restriction sanitaire, une fermeture, interdiction de déplacement, donc ça ne nous concerne plus trop, mais elles ont été prolongées. Vous avez surtout, et ça c'est important puisque c'est toujours possible aujourd'hui, tout ce qui est assouplissement, recours à la visioconférence, conférence téléphonique, audiovisuelle, consultation écrite, vote par correspondance, qui est facilité sans qu'il y ait besoin de justifier que je ne peux pas me déplacer ou que le local où on veut tenir l'Assemblée générale est fermé. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir à l'esprit, puisque ces mesures-là, si un client vous demande en effet s'il peut toujours en bénéficier, elles sont ouvertes, mais pour l'instant jusqu'au 30 septembre. Elles seront peut-être prolongées encore une fois, mais tout dépendra bien sûr de la crise sanitaire. Donc c'est important d'avoir à l'esprit qu'elles existent. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'au 9 septembre, aujourd'hui, normalement, tout refonctionne normalement pour l'organisation d'une assemblée générale, puisque vous n'avez plus de jauge pour les événements accueillant du public. Tout le monde pouvait venir. Il n'y a plus en effet ces 5000 personnes qui existaient notamment cet été. Il n'y a plus besoin d'être assis. Si vous voulez être debout, vous le pouvez, il n'y a pas de problème. N'importe quel ERP, établissement recevant du public, peut accueillir une assemblée générale, même si cette assemblée n'avait pas de caractère obligatoire. Jusqu'ici, certains établissements locaux ne pouvaient pas accueillir du public, donc ce n'est plus le cas. Et vous n'avez plus de jauge, puisque dans les salles d'audition, dans les salles de conférence comme ici, ou les salles de réunion, vous aviez une jauge de 65% qui a également été supprimée. Donc aujourd'hui, si vous avez des clients qui veulent organiser des assemblées générales, je pense à des associations ou des grosses structures, pas de problème, on peut tout à fait tenir une assemblée générale comme avant. Alors pour le secteur
associatif, nous avions également un point important que nous souhaitions évoquer avec vous concernant la responsabilité des dirigeants d'associations. Vous le savez peut-être sûrement que les dirigeants d'associations, lorsque elles sont en liquidation judiciaire, peuvent voir leur responsabilité engagée comme un dirigeant de société classique. Il y avait, juste depuis la loi Sapin 2 de 2016, il a été reconnu pour les sociétés commerciales que la simple négligence n'était plus un motif pour reconnaître la faute de gestion d'un dirigeant de société. Alors après, il s'agit d'apprécier la notion de négligence, ça c'est un autre problème, mais voilà, aujourd'hui, pour les sociétés commerciales, la négligence n'est plus un motif de faute de gestion. La simple négligence, parce qu'il peut y avoir d'autres choses. Eh bien, nous avons eu une loi cet été, la loi du 1er juillet 2021, qui est venue étendre finalement ce dispositif aux dirigeants d'associations, en considérant que eux aussi, qui n'étaient pas concernés par le dispositif de la loi Sapin 2, eh bien, soient également finalement dédouanés en cas de négligence de leur part. Et on le sait, et vous le savez, qu'en matière d'association, si vous en avez, eh bien, un bénévole notamment peut tout à fait être négligent parce que c'est pas la même chose que de gérer une entreprise. Donc voilà. Donc si en effet vous êtes face à un client qui a été négligent et que son association est en difficulté, rassurez-le, normalement il ne devrait pas être visé par une faute de gestion. Et je laisse la parole désormais à ma très chère collègue. Merci Étienne. Donc on va un petit peu maintenant s'évacuer de tout ce qui est de Covid et revenir dans quelque chose de normal, si je peux dire. Des choses qui on va revenir sur ce que vous faites d'habitude hors période d'épidémie. Et on vous a sélectionné avec Étienne des jurisprudences qui nous ont semblé, quand on a des questions sur la hotline, qui nous ont semblé quand même être intéressantes dans le cadre de votre activité. Alors d'abord, la prime exceptionnelle versée aux gérants. La question qui s'est posée dans cette jurisprudence, c'est est-ce qu'une prime exceptionnelle que l'on verse aux gérants a la nature d'une rémunération ou pas ? Alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question ? Parce que, au niveau juridique, je vous rappelle que certaines décisions relèvent de ce qu'on appelle les conventions réglementées, et que les conventions réglementées, elles doivent faire l'objet d'un rapport qui est présenté à l'Assemblée générale ordinaire pour être validé par les autres associés. En tout cas, c'est une obligation. Et au niveau de la rémunération des gérants dans les SRL, on a déjà une position de la Cour de cassation, si je ne dis pas de bêtises, qui nous dit que les les rémunérations des gérants ne sont pas considérées comme des conventions réglementées. C'est-à-dire que quand on décide d'une décision qui fixe la rémunération d'un gérant, n'est pas considérée comme une convention réglementée, dès lors qu'elle est soit prévue par les statuts, soit prise dans le cadre d'une décision collective. Là où je veux en venir, c'est que si ma prime exceptionnelle est considérée comme de la rémunération, ça veut dire qu'elle n'est pas une convention réglementée et qu'on n'a donc pas à l'intégrer, cette décision de fixation d'une prime exceptionnelle, on n'a pas à l'intégrer dans le rapport des conventions réglementées. À l'inverse, si ça n'est pas une rémunération, il faudra l'intégrer. Donc là, la réponse que nous fait la Cour de cassation, c'est que la notion de rémunération, en fait, il n'y a pas vraiment de définition. On sait en pratique que la rémunération, quand on dit mon gérant, il va gagner, alors je dis n'importe quoi, 40 000 € à l'année, on sait que c'est de la rémunération, là-dessus on n'a pas trop de doute. Mais je vous rappelle que la rémunération, ça n'est pas que ça. Que parmi les éléments de rémunération, on peut avoir autre chose que cette rémunération, par exemple, fixe. Elle peut être aussi proportionnelle, elle peut être fixe. Ça peut être aussi la prise en charge des cotisations. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur le terrain dans les dossiers. La prise en charge des cotisations personnelles du gérant. Juridiquement, et d'ailleurs fiscalement, c'est un élément de rémunération. Quand vous versez, quand la société paye directement, par exemple l'URSSAF, des cotisations qui sont personnelles au gérant, finalement, la société ne fait que payer au nom et pour le compte du gérant les cotisations qui lui restent personnelles. La société ne prend pas, elle prend en charge le paiement des cotisations sociales. Mais ce paiement, quand c'est la société qui le fait, conserve la nature d'une rémunération. Et d'ailleurs, au niveau légal, c'est bien le gérant qui reste le redevable de ses cotisations sociales, ce qui fait que tous les ans, vous vous posez la question, est-ce que je peux tout déduire au niveau de la société ? Alors, je parle bien sûr des sociétés à l'IS, puisque sur les sociétés à l'impôt sur le revenu, la rémunération est une avance de résultat, donc c'est pas la même logique, mais dans les sociétés à l'IS, quand la société prend en charge les rémunérations, les cotisations sociales de son dirigeant, ça n'est jamais qu'un élément de rémunération, c'est une dépense de personnel, intégralement déductible au niveau de la société, sauf cas particulier d'une rémunération excessive, et d'ailleurs il faudra vérifier ce point-là. Et au niveau du gérant, le gérant, sa rémunération, c'est tout ce qu'il a touché, y compris la prise en charge des cotisations.
Mais comme il reste redevable également des cotisations sociales qui lui sont personnelles, et que les cotisations personnelles sont déductibles de ma rémunération, sur la 2042, on va retrouver la rémunération versée au gérant, donc la rémunération complète, comment dire, comprenant tous les éléments de rémunération, déduction faite des cotisations déductibles, ce qui fait que, pour aller plus vite, c'est la rémunération, on va dire, fixée par le PV, plus la CSG, CRDS non déductible sur la partie des cotisations personnelles. Mais nous, juridiquement et fiscalement, ça reste un élément de rémunération. Donc quand vous prenez en charge les cotisations sociales du gérant, il faut que ça fasse l'objet d'une décision. Puisque je ne peux pas, un gérant n'a pas le droit de prendre arbitrairement une rémunération. Cette rémunération, elle doit être validée par Assemblée générale, ordinaire. Elle peut même être validée a posteriori désormais, parce qu'on sait que la Cour de cassation nous l'autorise. Ça peut être dangereux, attention, dans les sociétés où il y a un litige naissant ou éventuellement un litige. Mais on peut la valider a posteriori. Donc ça nous simplifie la pratique, puisque c'est souvent ce qu'on faisait. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas nous le reprocher. D'accord ? On peut valider a posteriori, mais il faut valider si on ne l'a pas fait a priori. Je ne peux pas, une société n'a pas le droit de prendre en charge des cotisations personnelles si je n'ai pas une décision des associés qui l'autorise. D'accord ? Et dans ces cas-là, c'est un élément de rémunération, ça n'est pas une convention réglementée. C'est la même chose pour une prime exceptionnelle. Il me faut une décision, a priori ou a posteriori, puisque la Cour de cassation le valide. C'est un élément de rémunération, donc ça n'est pas une convention réglementée. Pour finir sur ces rémunérations du dirigeant, faites très attention avec les validations a posteriori. C'est pas trop gênant dans les sociétés unipersonnelles quand le gérant est l'associé unique, parce qu'il y a peu de chances qu'ils soient en conflit avec soi-même. Ça commence à l'être dans des sociétés pluripersonnelles. On a régulièrement le cas sur la hotline des experts comptables qui nous appellent parce que leurs clients ne s'entendent plus. Alors, leurs clients, les associés d'une société ne s'entendent plus. Et la mésentente est telle qu'il y en a un qui va voter oui par principe et l'autre non par principe. En gros, les deux vont voter, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans l'intérêt de la société, on est juste là pour s'embêter les uns les autres. Et puis au milieu, vous avez l'expert comptable ou le collaborateur, peu importe, qui ne sait plus trop comment faire parce que tout est bloqué et on ne peut rien faire. Ouais, mais dans une situation comme ça, si le gérant s'est pris une rémunération et que je ne peux pas valider, parce que je vous rappelle qu'une assemblée générale ordinaire, c'est la majorité des parts, c'est la majorité absolue. Quand j'ai 50-50, vous ne pouvez pas la valider a posteriori s'il y a un litige et que vous en avez un qui, par définition, ne votera pas comme l'autre, parce qu'on ne s'entend plus et que c'est comme ça et c'est fixé. Donc faites très attention aux validations a posteriori des rémunérations qui peuvent être dangereuses. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Quand tout va mal, on l'évite absolument. Alors, moi, je suis sourde. Donc si vous posez la question, je laisse Étienne me la répéter. Alors, oui, c'est-à-dire dans la rémunération brute, donc rémunération nette plus cotisation, est-ce qu'on est sur des cotisations payées ou appelées? Oui, pour la déclaration de revenus, est-ce que tu mets en effet la rémunération brute? Non, alors dans la déclaration de revenus, enfin un aparté, parce que là c'est fiscal et c'est pas juridique, mais en fait sur la 2042, quand vous prenez la case 1GB, les cotisations, elles sont déductibles du salaire, de la rémunération à déclarer dans cette case 1GB. Donc en fait dans la 1GB, vous allez directement, c'est la rémunération hors cotisation plus la CSG, CRDS sur les cotisations en fait, que vous pouvez pas déduire. C'est-à-dire que les cotisations sociales, vous ne les déduisez pas en frais réels ou dans la déduction, c'est ça votre question ? C'est ça la question ? Non, mais on verra à la fin. Ok, vous reviendrez me voir à la fin pour qu'on puisse avancer. D'accord ? Donc faites attention. C'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que le juridique, vous avez déjà pas mal de choses à faire en cabinet. C'est vrai, vous avez le fiscal, vous avez le social, et en ce moment, le social est quand même une matière qui bouge énormément. De ce que j'ai compris, ils ont à peine le temps de rédiger que ça a déjà changé. Mais n'oubliez pas le juridique. Le juridique sous-tend pas mal de choses. Oui, parce que c'est un abus de bien social. Pour revenir à juste faire un petit point rapide, c'est un abus de bien social. Le fait de prendre une rémunération qui n'a pas été votée, c'est un abus de bien social qui est pénalement répréhensible. Il y a un remboursement qui doit être fait à la société, éventuellement avec intérêt si le dirigeant est condamné.
Ça va pas jusque-là, heureusement, dans la plupart des cas. Si un inspecteur savait lire les PV, mais s'il s'y intéresse au PV, je vous rappelle aussi qu'une rémunération qui n'a pas été validée, c'est un revenu réputé distribué. Enfin, je veux dire, ça peut avoir des conséquences. Le juridique est important. On défend un peu notre matière, mais... Pour continuer, la responsabilité du dirigeant de fait. Alors ça, c'est le dirigeant de fait, je vous rappelle que c'est la personne qui se comporte comme un dirigeant, que tout le monde prend pour le dirigeant, mais pour autant, à aucun moment dans les statuts, en tout cas, officiellement, il n'a aucun pouvoir de représentation de la société. Là, dans l'espèce qui nous intéresse, vous avez une personne qui n'avait pas de fonction de direction, mais qui avait accès à toutes les informations qu'est un dirigeant, qui s'intéressait à toutes les instances en cours, les instances judiciaires en cours, qui prenait des décisions de direction, autrement dit, qui était un dirigeant non officiel. On peut notamment avoir ce cas-là dans les transmissions familiales. Dans les transmissions familiales où les parents restent là, mais comme c'était les anciens dirigeants, tout le monde les prend encore pour les dirigeants, et finalement, ils se comportent comme des dirigeants de fait. C'est souvent dans ces cas-là qu'on a cette problématique. Attention, le dirigeant de fait va être traité en termes de responsabilité comme un dirigeant de droit. D'accord ? Il ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité s'il y avait une faute de gestion ou s'il y avait une procédure collective engagée à l'encontre de la société en disant non, mais moi, je n'étais pas sur le cabis, ni dans les statuts, je ne suis pas dirigeant. À partir du moment où on va pouvoir identifier qu'il a été dirigeant de fait, et là, en l'espèce, ça a été le cas parce que, voilà, on vous a mis des exemples, il contrôlait les virements bancaires de l'entreprise, il gérait les instances judiciaires en cours, il avait un rôle moteur, bref, il se comportait comme un dirigeant. Il a été identifié dans le cadre de la procédure collective et des condamnations qui en ont découlé comme un dirigeant de droit. On l'a traité de la même façon. Et donc, il a pu être sanctionné de la même façon qu'un dirigeant de droit en ayant une interdiction de gérer. D'accord ? Donc, attention, les dirigeants de fait, c'est vraiment une situation qu'on évite. Fiscalement, c'est pas beau, et, parce que ça peut vous remettre en cause certaines exonérations. Mais juridiquement, ne pas oublier que leur responsabilité peut tout à fait être engagée. Toujours sur la responsabilité des gérants. On a des sociétés où on a des co-gérants. Une situation qu'on rencontre assez classiquement. Et parfois, les co-gérants, on les a mis tous les deux gérants. Je prends par exemple une SRL à 2 associés. Les deux sont gérants parce que finalement, les deux veulent gérer, les deux veulent avoir les mêmes pouvoirs. C'est un vrai, on va dire que c'est un projet commun. Donc, on a trouvé ça normal de les mettre co-gérants. Sauf qu'en fait, dans les faits, il y en a un qui, la gestion de la société, ça ne l'intéresse pas trop. Il est dans la technique, donc il n'y a pas de souci. Hein, mais finalement, il ne fait que des fonctions techniques. Eh bien, on ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité de gérant, encore une fois, en argumentant que « Ah ben oui, mais moi, je suis gérant, mais je suis un gérant de papier. Hein, ok, sur le cabis, je suis identifié comme gérant, mais moi, concrètement, dans les faits, je ne me suis pas occupé de la gestion de la société. Vous allez voir l'autre gérant, c'est lui qui a tout fait. Donc, s'il y a une faute de gestion, c'est pour lui. » Non. Vous êtes gérant sur le papier, sur le cabis, vous engagez votre responsabilité, et ça peut être une faute de gestion, justement, de s'en être désintéressé de cette gestion. D'accord ? Donc attention, les personnes qu'on nomme gérants doivent accomplir les diligences nécessaires à la gestion de la société et doivent consacrer du temps à la gestion de la société. C'est un vrai rôle. Et toujours sur cette responsabilité des gérants, et pour en finir, là vous aviez une SCI, mais c'est une décision qui peut tout à fait s'étendre à toutes les sociétés commerciales. Vous aviez une SCI qui détenait un bien immobilier. Et le gérant a décidé de vendre ce bien immobilier, mais pour un prix fortement en dessous de sa valeur vénale, puisqu'il me semble que c'était moins de 120 000 € que ce que ça valait réellement. Quand même une certaine perte, en fait, sur la vente. La question, c'est est-ce qu'on peut engager sa responsabilité pour faute de gestion, alors même qu'a posteriori, vous aviez une assemblée des associés qui avait validé cette opération en disant oui, on sait qu'il a fait une faute, on sait qu'il n'aurait pas dû le vendre à ce prix-là, que ça a été volontairement un peu bradé, en fait, ça n'a pas été fait dans l'intérêt de la société. Est-ce qu'une telle décision peut finalement exonérer le gérant de sa responsabilité? La réponse est non. D'accord ? Et c'est pareil, ça ne sert à rien dans les statuts de prévoir une clause où on renonce à engager la responsabilité du gérant. Ça n'est pas possible, cette clause sera réputée non écrite. OK ? Donc, là, c'est une action sociale, mais l'action sociale, c'était pour engager la responsabilité du gérant. Ce n'est pas parce que je donne quitus à mon gérant qu'à mon dirigeant. Là, c'est une SCI, mais encore une fois, ça peut être une société commerciale. C'est une décision qui peut tout à fait être étendue à toutes les sociétés.
C'est pas parce que les associés donnent quitus que, pour autant, je n'ai plus jamais la possibilité d'engager une action sociale, que la société n'a plus de possibilité d'engager la responsabilité du gérant. D'accord? Donc ne vous dites pas, quand quelque chose a été mal fait, ne dites pas au gérant, oui, mais c'est bon, on va mettre quitus, et s'il y a des nouveaux associés qui rentrent par la suite, ils pourront rien dire. Ils pourront engager la responsabilité. OK. Maintenant, sur les conditions de révocation du gérant d'une SARL. Alors la révocation, là, on n'est pas sur le motif juste et légitime, même si, je vous rappelle qu'en principe, pour révoquer un gérant, il vous faudrait un motif juste et légitime, sinon il pourra y avoir un préjudice qui ouvrira droit à des dommages et intérêts. Là, la question n'était pas là-dessus. La question était sur, j'ai une SARL avec 2 associés, dont l'un est majoritaire. L'associé majoritaire convoque une assemblée, pareil, pas de problématique sur la convocation, mais le jour de tenue de l'assemblée, l'autre associé ne peut pas être présent. C'est pas grave, j'ai mon quorum, j'ai ma majorité, je prends la décision de révoquer, puisque les 2 étaient gérants, je prends la décision, moi associé toute seule majoritaire, de révoquer l'autre gérant qui se trouve être l'autre associé qui est minoritaire. On peut comprendre que l'associé minoritaire qui s'est fait révoquer dans le même temps de sa gérance puisse mal prendre la décision et a essayé finalement de... Oh, j'ai perdu le mot. Enfin bon, il n'était pas d'accord, quoi. Il a essayé de faire annuler cette décision, excusez-moi, justement en mettant en avant que il n'était pas là, lui, pour participer à cette décision. Oui, mais il n'y a pas de règle particulière sur la révocation, si ce n'est celle d'avoir un motif juste et légitime. Mais la révocation, c'est une décision d'assemblée générale ordinaire. À partir du moment où j'ai mon quorum et ma majorité, je peux tenir la décision. Et donc là, la décision, oui, elle a été prise que par l'un des associés, mais cet associé représentait plus de la majorité des parts, il avait la majorité absolue, il a pu prendre la décision. Oui, parce qu'en fait, la problématique était liée ici à la notion de représentant plus de la moitié des parts sociales. Et la difficulté, la question qui se posait, c'était c'est les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Est-ce que ça veut dire que si j'ai plusieurs associés, et que je suis seul, je ne peux pas en fait prendre la décision, même si je représente plus de la moitié des parts sociales. C'était ça qui avait été contesté par le gérant révoqué. Il disait oui, mais il avait plus de la moitié des parts sociales, mais il est tout seul. On est 2. Le texte dit les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Donc on n'a pas respecté le texte. Et finalement, la Cour de cassation a dit, oui, mais ce qui est important, c'est qu'il représente plus de la moitié des parts sociales. Le fait qu'on dise dans le texte des associés, s'il n'y en a qu'un et qu'il a plus de la moitié des parts sociales, c'est bon. Donc c'est ça qui est important. C'est si vous avez 2 associés et qu'il y en a un qui veut le révoquer, s'il a plus de la moitié des parts sociales, on est OK. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant quand on fait... parce que parfois, vous avez des personnes qui viennent pour faire une société et c'est vrai qu'on a tendance à déconseiller le 50-50 justement pour les cas de mésentente dont on parlait, parce que 50-50, vous ne pouvez plus rien faire une fois qu'il y a une mésentente et qu'ils ne veulent plus voter pareil. Et je vous dis, une fois qu'il y a une mésentente, on n'est plus sur la logique, on peut être, vous l'avez peut-être vécu, peut-être que vous le vivez en ce moment, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des associés qui ne sont plus en train de faire ce qu'il faut pour la société, mais juste parce qu'on ne veut plus être d'accord avec l'autre, point. Et donc quand on est à 50-50, on bloque le fonctionnement de la société, puisqu'on n'arrive même plus à tenir des simples AGO, on n'arrive plus à approuver du résultat, donc plus distribuer, c'est vraiment bloquant, d'accord, au niveau de la gestion. Alors on a tendance parfois à conseiller d'éviter le 50-50, mais faire plutôt du 51-49. On faut trouver celui qui voudrait être minoritaire. Ceci dit, quand on conseille ça, on peut aussi adapter les statuts dans ces cas-là. On peut adapter les statuts pour certaines décisions, et la révocation peut en être une, pour mettre des majorités un petit peu plus fortes. En SRL, on ne peut pas avoir l'unanimité, mais on peut mettre des majorités plus fortes qui, quelque part, aboutissent à l'unanimité. Dire ça. Après, si vous êtes missionné pour réaliser des statuts de société, n'oubliez pas toutes ces possibilités. OK ? Président de SAS maintenant. Vos présidents de SAS, quand vous les nommez, quand dans les statuts, ils sont nommés pour une durée limitée. Sachez que cette durée n'est pas, il n'y a pas de reconduction tacite. Donc, il faut vérifier de temps en temps. Quand vous avez une SAS parmi vos clients, pour combien de temps est nommé le président. Ça peut arriver quand, pareil, vous avez des associés qui font une SAS, mais les 2 voudraient être dirigeants, sauf qu'on ne peut pas être coprésident en SAS. Il n'y a qu'un seul président unique, donc on met l'autre dirigeant. Vous avez le président, le directeur général, et puis parfois on échange, ça peut se voir sur le terrain, moi c'est des choses que j'ai déjà vues. Attention, dans ces cas-là, quand on met une durée déterminée, il n'y a pas de reconduction tacite. Ça veut dire que si je ne renomme pas la personne, je me retrouve avec une société sans président
mais qu'avec des dirigeants de fait. Donc une société qui n'est pas régulière et ça peut poser problème. D'accord ? Donc attention. SCI, pouvoir de vente d'un immeuble, ça c'est une question qu'on a souvent. Alors c'est pas vous qui vous occupez de vendre l'immeuble, mais en fait généralement c'est vous qu'on vient voir quand l'immeuble va être vendu, parce que la banque ou alors le notaire demande un PV d'AG. Pourquoi est-ce qu'il demande un PV d'AG ? Parce qu'on a eu une décision il y a quelques années d'une société civile immobilière où le gérant avait vendu le bien immobilier. Et dans cette SCI, en fait, il y avait la société civile immobilière. Par nature, sa vocation, c'est de détenir des immeubles. Donc, si vous vendez les immeubles, vous la videz de son objet social. Et la décision de la Cour de cassation, à l'époque, avait dit, si dans l'objet social, il n'est pas mentionné que la société a pour objet notamment de vendre des immeubles, eh ben, le gérant n'a pas le droit de le vendre tout seul. Il lui faut préalablement une autorisation des associés. Et c'est normal, puisque le gérant, ses pouvoirs sont limités à l'objet social de la société. Il est là pour faire ce que la société est en droit de faire. Il n'a pas le droit de faire plus, sinon c'est une faute. Et donc, depuis cette jurisprudence, c'est vrai que, par sécurité, les banques ou les notaires demandent généralement, dès qu'une SCI vend, un PV d'autorisation dans les AGO. Alors, ce PV, c'est une AGO classique. Si dans les statuts, il n'est pas prévu que la société puisse vendre, il faut le faire, puisqu'il faudra une décision collective qui autorise le gérant. Sinon, le gérant n'a pas le droit, en fait, il n'a pas les moyens, il n'a pas les pouvoirs de vendre l'immeuble. Ça pose problème, ceci dit, d'insérer, c'est peut-être ça sur lequel tu veux intervenir, d'insérer cette notion. Oui, d'insérer dans le cadre d'une décision, là, pour le coup, extraordinaire, qui est plus compliquée à mettre en œuvre. Mais ce qui est important peut-être, oui, de compléter, c'est vraiment de dire s'il y a un doute, parce que le problème c'est qu'on va avoir des doutes en fait en pratique. Quand vous allez avoir votre dirigeant de société qui vient vous voir en disant voilà, je veux vendre l'immeuble, un tel ne me répond pas, j'arrive pas à les joindre au téléphone, je parle des associés, qu'est-ce que je fais ? Donnez-moi vos statuts, on va regarder. Vous lisez les statuts. On vous parle de gestion de biens immobiliers, c'est pas marqué explicitement vente, qu'est-ce qu'on fait ? Si on peut, on tient quand même une assemblée générale pour valider la cession, c'est ce qu'on conseille. Maintenant, si on le peut, on modifie les statuts pour éviter que ce genre de problématique et d'interrogation se passe. Mais la plupart du temps, c'est ça, c'est une problématique parce que les statuts ne sont pas suffisamment explicites sur la cession. Après, ce qui pose problème, c'est que quand on est trop explicite, c'est au niveau du greffe, on nous dit ah ben non, une société civile immobilière, elle n'a pas le droit d'avoir une activité commerciale. Mais vendre n'est pas forcément une activité commerciale, c'est acheter pour revendre qui est commercial. Et ça, la SCI n'a pas le droit de le faire parce que c'est une société civile. Mais le fait de vendre ces immobilisations n'est pas une activité commerciale, quand bien même on fait une plus-value économique sur notre vente. C'est toute la problématique dans la rédaction des statuts, et c'est pas si simple finalement sur une SCI. Je veux dire, même si c'est une SCI, il y a des choses qui se réfléchissent, qui se pensent, ou sinon il faudra faire une autorisation préalable, ce qui ne pose aucun problème, sauf quand il y a un litige entre associés. SARL, cession de parts et agrément. Alors ça c'est pareil, on vous l'a sélectionné parce que les agréments, d'abord en SARL, l'agrément, dès lors que je vends mes parts de SARL à un tiers à la société, qui ne soit ni mon conjoint, ni ascendant, ni descendant, eh bien cette cession elle est soumise obligatoirement à agrément. D'accord ? Et la procédure d'agrément, c'est une procédure très stricte, dont le non-respect peut entraîner la nullité de la cession. Donc c'est une sanction qui est dure. La nullité, je vous rappelle, c'est qu'on remet les parties en l'état telles qu'elles étaient avant la cession. Donc je rends l'argent que j'ai payé, on me rend mes titres. Et même si les parts, depuis, elles ont... Et les dividendes éventuellement versés, voilà. Etc. Donc c'est quand même une sanction qui est violente. Et les agréments, vous en voyez passer. Et pour avoir travaillé en cabinet d'expertise comptable pendant 10 ans, en toute honnêteté, quand c'est des transmissions familiales, puisqu'on va voir qu'il peut y avoir des agréments aussi imposés par les statuts. Quand vous vendez à des tiers qui ne sont ni des conjoints, ni des descendants, ni des ascendants, la loi vous dit là, il y a un agrément obligatoire. Par contre, si c'est un associé ou un conjoint, un descendant ou un ascendant d'un associé, alors là, il n'y a pas d'agrément obligatoire, mais rien n'empêche de le prévoir dans les statuts. Rien n'empêche finalement, et parfois ça peut être conseillé, parce que c'est pas parce qu'on s'entend avec quelqu'un qu'on s'entendra avec son conjoint, son ascendant ou son descendant, on peut tout à fait conseiller la mise en place d'agréments. D'accord ? Mais attention, une fois que je mets ça en place, il faut que je respecte la procédure. Sauf qu'en pratique, parfois, vous avez
Une société, j'ai n'importe quoi, entre deux parents qui vont faire rentrer leur enfant. Bon, franchement, on avait mis des clauses au cas où si un jour on vendait les parts, ou alors notre ami, mais bon, les enfants, on savait qu'ils allaient intégrer. Bon, bah, la procédure d'agrément, on va pas, franchement, la respecter, va jamais nous demander. Sachez que c'est pas bon. Enfin, après, il faut quand même pouvoir le litige. Il n'y a pas des litiges tout le temps, vous allez me dire, nous on voit toujours le mauvais côté des choses. Mais, faites attention quand même à ces agréments. Et pour finir, un cas où vous pouvez l'oublier, c'est quand vous avez un décès. Quand vous avez un décès, vous devez vérifier ce qui se passe dans les statuts. C'est pas forcément une transmission d'office aux héritiers. C'est pas forcément l'indivision successorale qui est devenue associée. Je parle même pas du partage après. Parce que pareil, dans vos statuts, selon comment c'est rédigé, est-ce qu'on vise toute cession à titre onéreux, à titre gratuit? Est-ce qu'on vise que les cessions à titre onéreux pour avoir des agréments? Est-ce qu'on vise... Donc il faut absolument aller voir les statuts, parce qu'en cas de décès, s'il y a des agréments obligatoires pour tout le monde, tant que l'héritier n'a pas demandé son agrément, il n'est pas associé. Tant que je ne suis pas associé, les parts, elles sont un peu figées, c'est-à-dire que j'ai le droit à une créance, mais on ne sait pas trop quoi faire pendant ce laps de temps. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on a le droit aux dividendes, c'est un peu abscon quand même, cette situation qu'on évite. Et pour l'éviter, le plus simple, c'est de se poser la question assez rapidement. Alors la procédure d'agrément, c'est une procédure qui est fixée par le Code de commerce. C'est l'article L223-14, où on vous donne toute une étape à suivre, c'est-à-dire que, voilà, on est en société, Étienne et moi, en SARL, et on a mis des agréments, je décide de vendre mes parts à un tiers, eh bien j'ai l'obligation de notifier mon projet de cession à la société et aux associés. Ça ne suffit pas de le notifier à la société, ça ne suffit pas de le notifier aux associés, d'accord ? Il faut le faire à tout le monde, associés et sociétés. Quand il y a un démembrement de part, je vous rappelle que les associés, ce sont les nus propriétaires. Et quand il y a une indivision, c'est tous les indivisaires, d'accord ? Donc je notifie. Une fois que j'ai notifié ça, la société a 3 mois pour se prononcer. Si elle ne se prononce pas, ça vaut acceptation, je peux faire ma cession. Après, si elle se prononce de 2 choses, une fois elle accepte, je peux faire ma cession, soit elle refuse. Et vous savez qu'en droit français, on ne peut pas obliger quelqu'un à ne pas faire. Enfin, à ne pas faire, dans le sens, vous ne pouvez pas m'obliger à ne pas vendre. Je suis libre de vendre. Vous pouvez m'empêcher de vendre à telle personne. D'accord ? Mais pas de vendre. Donc il va falloir me trouver une solution. Et donc la société doit me trouver une solution, c'est-à-dire soit elle rachète mes parts, soit l'un des associés me rachète mes parts. Ou elle trouve un cessionnaire qu'elle agrée. Enfin, peu importe, il faut qu'elle me trouve une solution. Elle a 6 mois pour me trouver une solution, parce que passé ce délai de 6 mois, si elle n'a pas trouvé de solution, je suis à nouveau libre de vendre mes parts à la personne qui n'avait pas été agréée. Donc c'est quand même des choses, surtout quand il y a des litiges, il faut vraiment être vigilant. La question qui s'est posée dans cette jurisprudence, vous aviez la procédure d'agrément qui n'avait pas été respectée. Mais postérieurement, une assemblée générale a validé la procédure, mais postérieurement. La Cour de cassation vous dit qu'il n'y a pas de confirmation implicite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régulariser cette situation et que l'on doit obligatoirement respecter scrupuleusement le formalisme légal, qui est obligatoire. C'est-à-dire que là, si vous nous appelez en nous disant tout allait bien, on l'a fait, et puis là, il y en a un qui se réveille, qui n'est pas content, parce que finalement, ils ne s'entendent plus, donc ils veulent faire annuler la session, on n'aura pas de solution à vous proposer. S'il y a un litige, si ça va au tribunal, encore une fois, parce qu'en droit, tant que ça ne va pas au tribunal, on fait ce qu'on veut, mais si ça va au tribunal, on n'aura pas de proposition. Donc faites attention en cas de décès, en cas de cession, à ces fameux agréments qui sont quand même... qui peuvent avoir des répercussions quand même assez gênantes. Pour finir, parce qu'il me reste encore 5 minutes, un petit tour rapide des baux commerciaux, puisque vous pouvez, vos clients sont quand même concernés par les baux commerciaux par rapport à leur local professionnel. Premier cas, vous avez le bailleur, vous savez que dans le cadre d'un bail commercial, vous avez un droit au renouvellement. Et que si je refuse le droit au renouvellement, je dois payer une indemnité d'éviction, sauf cas très particulier. Là, en l'occurrence, le bailleur adresse au locataire un congé avec refus de renouvellement. On fixe une indemnité d'éviction, sauf que tant que cette indemnité d'éviction n'est pas payée, le locataire a un droit, il a le droit de rester dans les locaux. Ça ne veut pas dire que ça fait naître un nouveau bail, d'accord ? Mais tant qu'on ne lui a pas payé l'intégralité de son indemnité d'éviction, il a un droit au maintien dans les locaux, sauf que ce droit, il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit, il occupe un local, et donc il va falloir qu'il paye non pas un loyer, mais une indemnité d'occupation. Jusque-là, d'accord. Le litige est né sur le montant de l'indemnité d'occupation. Parce que le bailleur a fixé cette indemnité à valeur locative
qui a priori était beaucoup plus élevé que le loyer. Et le locataire, qui est allé en justice, a dit ben non, si on tient compte des indices et de la variation des indices et du plafonnement qu'on appliquerait à un loyer d'un bail commercial, c'est la valeur locative, mais plafonnée, donc je ne devrais pas payer autant. Sauf qu'une indemnité d'occupation, c'est pas un loyer. Parce que si c'était un loyer, on serait dans le cadre d'un bail commercial. Là, on n'est pas dans le cadre d'un bail commercial, il y a eu un congé avec refus de renouvellement. On a bien identifié que c'était une indemnité d'occupation, le temps de payer l'indemnité d'éviction. Et cette indemnité d'occupation, bah, si elle est fixée à la valeur locative, on ne peut rien dire. C'est la valeur normale, ce n'est pas une valeur surélevée, c'est la valeur locative, et elle n'est pas soumise aux règles de plafonnement. Okay. Donc attention à ça. Deuxième chose, toujours sur le renouvellement du bail, vous savez que le renouvellement peut être soit demandé par le bailleur, c'est un congé avec offre de renouvellement, soit il peut aussi être demandé ce renouvellement par le locataire. Le locataire, dans les 6 mois qui précèdent la fin du bail, et puis si personne n'a rien fait dans la prolongation du bail, peut tout à fait demander, si le bailleur ne fait rien, à renouveler le bail. D'ailleurs, si le bailleur ne fait rien, le locataire a tout intérêt, puisque je vous rappelle qu'un bail commercial qui a une durée effective de 12 ans, le loyer est déplafonné. Et vous n'avez pas le lissage mis en place par la loi Pinel qui s'applique. C'est un des rares cas. D'accord ? Donc un bailleur qui ne dit rien peut aussi parfois rechercher si la valeur locative a fortement augmenté, mais sans pouvoir démontrer les facteurs locaux de commercialité qui me permettent de déplafonner. Bref, un bailleur, quand vous avez une valeur locative qui a fortement augmenté, mais que vous ne voulez pas être soumis au fameux lissage des augmentations, vous savez, je ne dois pas payer plus de 10% du loyer acquitté en N-1, fameux lissage qui a été mis en place par la loi Pinel et qui limite en fait fortement les augmentations de loyer. Je me situe du côté du bailleur, bien évidemment. J'attends 12 ans et je suis déplafonné et je n'ai pas ce lissage. Il faut fixer la valeur locative, je ne peux pas faire ce que je veux, mais c'est à savoir. Donc, dans ce cas-là, le locataire, ce serait bien qu'il fasse sa demande pour ne pas être là-dedans. Bref, quand c'est le locataire qui fait la demande, si le bailleur ne répond pas dans les 3 mois, le silence vaut acceptation du principe de renouvellement. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Sauf que là, je ne vous ai pas tout mis. Ah si, pardon, excusez-moi, c'est parce qu'on a une autre après. Là, en l'occurrence, on avait une instance en cours, c'est-à-dire que vous aviez un bailleur, un locataire, qui avait signé un bail commercial, et le locataire avait manqué à certaines obligations du bail. Alors, ce n'était pas le manquement sur le loyer, mais c'était des problématiques au regard des obligations contractuelles sur la copropriété. Ces manquements avaient été, identifiés par le bailleur, et donc on avait une action en résiliation du bail qui était introduite devant les instances, mais pas encore terminée. Donc cette action se poursuit. Et puis, pendant que l'action est en cours, vous avez le locataire qui fait une demande de renouvellement de son bail commercial. Le bailleur, qui avait déjà des problèmes avec ce locataire qui était dans son instance en cours, n'a pas répondu. Parce qu'il s'est dit, non mais c'est pas possible. Sauf que pas de chance, 3 mois après. Le silence vaut acceptation du principe du renouvellement. Et là, le bailleur se réveille et dit « Oui, mais attendez, non, moi, le bail renouvelé, non, il y a des manquements contractuels. » Sauf que je vous rappelle que si vous acceptez de renouveler un bail renouvelé est un nouveau bail. Vous ne pouvez pas utiliser les manquements contractuels identifiés dans le cadre du bail initial pour demander la résiliation du bail renouvelé. Par exemple, vous avez un locataire qui n'a pas payé ses loyers, il vous demande le renouvellement, vous ne répondez pas, au bout de 3 mois, le bail commercial naît, et là, il paye bien ses loyers. Vous ne pouvez pas dire, non, mais moi, je ne suis pas d'accord, il me doit déjà 4 ans de loyer, attendez, j'ai une action en résiliation en cours, il est hors de question que je continue à travailler avec lui. Pour le bail renouvelé, tant qu'il n'a pas fait de défaut de paiement de loyer, vous ne pouvez pas utiliser cet argument. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ce que je raconte. Oui, mais ce que la Cour de cassation dit, OK, on n'a pas le droit d'utiliser les manquements antérieurs au renouvellement pour demander la résiliation du bail renouvelé. Mais si ces manquements qui étaient antérieurs se sont poursuivis, pour partie, ils sont devenus postérieurs au renouvellement du bail. Et ce sont devenus des manquements contractuels du nouveau bail sur lesquels on peut finalement s'appuyer pour refuser un renouvellement. OK ? Ou pour annuler le renouvellement. Et toujours, et pour finir sur le renouvellement du bail, quand vous avez une demande de renouvellement, alors ça peut être parce que c'est le bailleur
Ça peut être parce que c'est le locataire. Alors le bailleur, c'est forcément par signification, donc c'est plutôt l'huissier qui s'en occupe. Par contre, quand c'est le locataire qui fait une demande, ça peut être par lettre recommandée avec accusé-réception. Donc un locataire peut tout à fait vous demander de vous charger de la demande de renouvellement et de la rédiger. Faites très attention. Si jamais, dans le courrier que j'envoie au bailleur, je demande un renouvellement aux conditions et aux clauses du précédent bail, en me disant de toute façon, un bail renouvelé, c'est le copier-coller du bail initial, et c'est vrai. Normalement, un bail renouvelé, je ne peux pas renégocier les clauses. Enfin, c'est pas ça. C'est que normalement, sauf renégociation et sauf nouvel accord contractuel entre le locataire et le bailleur, si on n'est pas d'accord ensemble, on reprend et on copie-colle ce qu'on avait déjà décidé, à l'exception d'une clause, le loyer. Puisque le loyer, là j'ai un article du Code de commerce qui me dit que le loyer du bail renouvelé est fixé à la valeur locative en fonction des caractéristiques du local. Mais sinon, normalement, le reste, sauf accord contractuel, c'est un copier-coller. Et donc là, moi, je pense que c'est un courrier qui a été rédigé trop vite, en se disant, de toute façon, comme c'est un copier-coller, je vous demande de renouveler aux clauses et conditions du précédent bail. Autrement dit, c'est pas la peine qu'on négocie, tout me va. Sauf que dans l'idée, tout me va, oui, mais on va peut-être quand même renégocier le loyer. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le renouvellement a été accepté. Et puis, alors il me semble que c'est le locataire. Le locataire est ensuite allé à la justice pour demander la fixation du loyer à la valeur locative, puisque manifestement, le loyer était trop élevé par rapport à la valeur locative. Et là, la Cour de cassation dit, vous avez accepté aux clauses et aux conditions du précédent bail, vous avez donc accepté le loyer. En fait, il aurait fallu dire aux clauses et conditions du précédent bail, oui, mais attention, pour le loyer, je veux qu'il soit fixé à la valeur locative. Et là, on était bon. En fait, en acceptant cette demande sans rien contester dans cette demande, et avec une demande formulée comme telle, j'acceptais toutes les clauses, y compris le loyer. Je ne sais pas si c'est clair, je me suis figée en fait. Donc faites attention à la rédaction de ces demandes de renouvellement. Parfois on fait ça rapidement en disant oui, c'est un copier-coller. Non. D'accord, c'est pas un copier-coller, et les mots en droit ont des vrais pouvoirs. Ok. Voilà ce qu'on voulait vous dire pour les actualités juridiques. Merci à vous tous pour votre présence, votre participation, et je vous souhaite une très bonne continuation.